10h01, je vous propose de démarrer dès à présent ce webinaire. Tout d'abord, je souhaite vous remercier de votre présence et de l'intérêt que vous portez à nos contenus. Je suis Thierry Defoy, le directeur des opérations pour EZ France et Afrique francophone, et je serai accompagné aujourd'hui pendant ce webinaire de Benjamin Malizia, qui est notre expert technique avant-vente et service premium. Benjamin, est-ce que tu peux Bonjour à tous. mec, parfait, merci beaucoup Benjamin. Nous allons aborder une, thématique spécifique aujourd'hui. Nous allons parler des environnements cloud et on-premise, qui sont à disposition de nos clients. L'objectif du webinaire est de faire le point avec vous sur les bénéfices de chacun des 2 modèles d'hébergement. Heu, Tout simplement de pointer, du doigt aussi certaines fonctionnalités, qui sont disponibles uniquement, dans certaines de nos solutions, notamment en cloud. Donc ce webinaire va être, décomposé en 4 parties. On va faire le point sur les infrastructures on-premise. À qui sont-elles destinées? Pourquoi, des infrastructures on-premise continuent d'être présentes dans notre catalogue et d'être plébiscitées par certains clients? Les contraintes et les bénéfices des différents modèles d'hébergement, le cloud et le on-premise, les fonctionnalités qui sont exclusivement disponibles dans notre offre produit, au travers l'utilisation des infrastructures cloud, et une quatrième partie qui sera animée spécifiquement par, Benjamin, qui vous montrera et vous expliquera, comment migrer simplement, d'une infrastructure on-premise vers une infrastructure IZ hébergée dans le cloud. Donc démarrons dès à présent avec la 1re partie du webinaire, les infrastructures on-premise. Hem, D'abord vous expliquer qu'on fait partie, aujourd'hui, c'est beaucoup d'acteurs ont abandonné, le modèle on-premise dans leur offre produit et se concentrent uniquement sur des offres cloud. C'est quelque chose qu'IZ ne fait pas. Nous continuons à proposer à certains de nos clients, des solutions on-premise s'ils le souhaitent. En fait, nous vendons, pour être plus précis, des licences dites hybrides. C'est-à-dire que quand vous faites l'acquisition d'un de nos produits, vous avez le choix de l'hébergement de votre console d'administration. La licence vous permet d'opérer les 2 modèles. Vous pouvez bénéficier d'une console dans le cloud, ou vous pouvez faire le choix d'utiliser notre produit en on-premise. Il y a des bénéfices et des contraintes dans chacun des 2 modèles. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. En tout cas, nous continuons de proposer ce type d'infrastructure car nous sommes conscients, et c'est ce que l'on va aborder ici, qu'elles sont nécessaires pour certains types d'organisations. Donc qui aujourd'hui, installe des infrastructures on-premise, continue d'en installer et d'utiliser nos produits dans ce sens? Bah, ce sont des organisations avec des contraintes réglementaires, des organisations, étatiques, des organisations qui hébergent des données extrêmement sensibles, classifiées, et qui souhaitent avoir une totale gouvernance sur, leur système d'information et sur les données, qui transitent dans leur système d'information. Donc c'est parfois des environnements, totalement isolés d'internet, qui s'appellent des environnements air-gapped. Il existe, dans de nombreux cas, bah, des environnements, des utilisations spécifiques de nos produits. Ça peut être, dans des environnements industriels, des chaînes de production très spécifiques. Ça peut être également sur, des environnements très critiques, très sensibles, des satellites, des sous-marins, des éléments liés à l'armement notamment. Ça peut être, des environnements ministériels avec des données, très sensibles, étatiques. Ça peut être des établissements de santé, avec des règles strictes, de gouvernance de la donnée qui vont utiliser ce type de produit. Ça peut être aussi, des entreprises privées, hein, c'est pas forcément des clients étatiques, qui ont des politiques internes de rétention de données, utilisant tout simplement tout service SaaS cloud, software as a services, et avec une volonté clairement exprimée, malgré les contraintes que l'on va aborder après, de maîtriser toute la chaîne d'information et de maîtriser la localisation de chacune des informations qui seront stockées. Donc il y a des besoins, ils sont légitimes, on les comprend, et c'est pour ça que pour ce type de client, nous continuons à proposer nos solutions sur un modèle d'hébergement on-premise, en étant tout à fait conscient néanmoins, des contraintes que ces derniers vont devoir subir. Avoir une totale, gouvernance de sa donnée et maîtriser tout le système en interne, nécessite des contraintes que l'on va aborder ici. Les bénéfices, vous l'avez compris, hein, le bénéfice du modèle on-premise, c'est le contrôle de l'infrastructure et des données. Par contre, cela coûte de l'argent et cela coûte du temps, et le temps, c'est de l'argent. D'abord, il faut prendre en compte un investissement initial important. Il va falloir mobiliser une infrastructure
hardware, virtualisé ou physique pour héberger la console d'administration IZ. Donc c'est un investissement initial. Il faut investir dans un serveur qui va recevoir l'outil d'administration. Il faut également investir dans des licences, notamment un système d'exploitation, pour, héberger, ce serveur, pour accueillir ce serveur. Notre applicatif va venir se greffer par-dessus. Il y a aussi à prendre en compte une gestion de la base de données SQL avec nos produits. Il va falloir opérer des sauvegardes, de l'infrastructure, des politiques de la base de données. Donc tout ça, c'est également de l'argent, des moyens qui sont mobilisés, software et humains, parce qu'il faut réaliser ces opérations de maintenance. Il y a un critère qui est très important et qui est très difficile à matérialiser en termes de coût parce que c'est du temps homme, mais il y a une notion de maintenance complexe, d'expertise interne pour effectuer ces déploiements et notamment de mise à jour des infrastructures. Vous allez devoir, sur un modèle on-premise, mettre à jour à la fois l'applicatif IZ, évidemment, avec les nouvelles fonctionnalités, mais aussi des problématiques de sécurité qui vont être corrigées, dans différents versionnings et il va falloir en parallèle de cela mettre à jour le système d'exploitation, avec lui aussi toutes ses failles et ses opérations de maintenance nécessaires et de mise à jour. Donc il y a une double maintenance software à faire, une maintenance de l'applicatif IZ, mais également une maintenance du système d'exploitation qui héberge notre applicatif et qui se retrouve en dessous et qui a ses propres besoins, de mise à jour et de maintenance. Donc tout ça, c'est du temps, c'est de la maîtrise en interne, c'est de l'expertise en interne qu'il faut maîtriser. C'est aussi, des machines qui doivent être adaptées en termes de performance, aux différents pics de charge qui sont, inhérents au produit, hein, en fonction du nombre d'utilisateurs, en fonction de la charge, qui va se présenter au produit. Il faut avoir une infrastructure adaptée, donc dimensionnée suffisamment, aux besoins du client et il y a aussi une notion de responsabilité engagée, c'est-à-dire que lorsque vous faites le choix, pour des bonnes raisons, hein, d'utiliser nos produits en on-premise, vous allez potentiellement, exposer, une machine vers l'extérieur avec, votre responsabilité et le fait de la sécuriser correctement et de vous assurer que l'exposition de cette machine ne va pas, mettre en difficulté la posture de sécurité de votre entreprise. Donc ça, c'est malheureusement le coût et les contraintes à subir lorsqu'on veut avoir une totale gouvernance de ces données et qu'on adopte, pour des raisons que j'ai citées précédemment et qui sont tout à fait légitimes, un modèle on-premise. Dans les faits, on se rend compte que le cloud se démocratise énormément dans les infrastructures en France. Il y a finalement assez peu de clients qui rentrent dans ces cases et dans ces obligations de gouvernance de données. Le meilleur exemple est l'utilisation massive, de Microsoft 365, qui est extrêmement utilisé en France par, les tissus d'entreprise et qui montre bien, finalement l'ouverture d'esprit et la maturité de beaucoup d'entreprises à utiliser néanmoins, pour les raisons qu'on va évoquer, parce que les bénéfices sont nombreux des infrastructures dans le cloud. Donc si on fait un petit parallèle et qu'on pousse le curseur, avec les bénéfices que procure ce type d'hébergement, bah, ils sont très nombreux. Finalement, le contre-bénéfice, il y en a qu'un. On n'est pas 100 détenteur, de sa donnée, de l'endroit où elle est hébergée et stockée. Alors bien sûr, on va vous rassurer sur, des notions, de 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 conformité, hein. Les infrastructures qu'on vous propose, dans le cloud respectent totalement les standards, notamment le RGPD et les règles en vigueur sur la conservation des données, mais vous n'êtes plus maître et en possession de vos données. Par contre, vous avez des bénéfices qui sont très nombreux, qui sont énumérés ici. D'abord, vous n'avez pas besoin de compétences en interne. La console d'administration dans le cloud est prête à l'emploi. C'est du software as a services, donc il y a aucun déploiement à faire, aucun investissement initial, supplémentaire à envisager. Le produit, attend l'utilisateur, il est systématiquement mis à jour, les sauvegardes sont gérées directement par l'éditeur, il y a aucune base de données à gérer. Le principe du SaaS, bien sûr, c'est que c'est accessible, depuis n'importe où. Dès lors que vous disposez d'un navigateur internet, peu importe votre localisation, vous pouvez accéder à votre console d'administration et vous n'êtes plus, du tout embêté, pour des problèmes de scalabilité puisque c'est la responsabilité de l'éditeur, nous-mêmes qui hébergeons, la console d'administration pour vous, de la maintenir, de faire en sorte qu'elle soit adaptée en termes de performance à votre usage, qu'elle soit, systématiquement disponible et qu'elle soit également conforme, en termes, de conformité, d'obligations, légales et c'est pour ça que je vous parlais précédemment, d'engagement vis-à-vis de différentes, restrictions comme le RGPD auquel bien sûr on se soumet. Donc les avantages du cloud sont très nombreux. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens dans notre base de clients installés
qui continuent à installer et à utiliser nos produits en on-premise pour des raisons historiques, parce qu'ils ont fait ces choix il y a quelques années, alors que la licence dont ils bénéficient permet une migration gratuite dans le cloud avec l'ensemble des bénéfices qui sont proposés, qui sont présentés ici. Donc, si c'est votre cas, si vous êtes en possession d'une licence IZ et que vous n'avez pas ces contraintes réglementaires, d'une totale maîtrise, de la donnée dans votre SI, posez-vous des vraies questions sur, les bénéfices d'un passage vers une solution cloud. Ils sont, comme vous le voyez à l'écran, très nombreux. Donc là, on a fait le point sur, des termes qui sont plutôt génériques, hein, sur les bénéfices et les avantages des 2 modèles d'hébergement. On va maintenant s'intéresser à des fonctionnalités, qui dans notre offre produit ne sont exclusivement proposées, qu'aux clients qui utilisent nos produits et notre console d'administration dans le cloud. Donc vous le voyez à l'écran, vous avez une représentation à plat de notre offre, commerciale proposée à nos clients. Nous proposons 5 offres commerciales distinctes à nos clients. Notre produit d'entrée de gamme s'appelle EZ Protect Entry. Il s'agit de, protéger les postes de travail, les serveurs et les mobiles avec une console d'administration dans le cloud ou sur site. Et plus vous avancez dans notre gamme de produits jusqu'au produit le plus complet qui s'appelle EZ Protect Elite, plus vous débloquez des capacités de détection et des fonctionnalités, qui sont proposées dans les différentes offres. Certaines de ces fonctionnalités ne sont, compatibles qu'avec une console dans le cloud et donc nous allons, les passer en revue. Il y en a 5 que vous voyez, sur la partie de gauche: Cloud Only, la protection des mobiles, le ransomware remediation, la protection 365, le scan de vulnes et le patch management et le Managed Detection and Response, MDR, que nous vendons, aux clients, de taille SMB. Donc on va passer rapidement en revue ces 5 fonctionnalités. La première, c'est la protection EZ Mobile Threat Defense. Donc on parle ici de protection, pour les flottes de smartphones professionnels. On parle réellement, sur la partie Android, en tout cas, d'une protection résidente multicouche. Donc on va protéger le cœur du système d'exploitation Android avec, nos capacités, nos technologies de détection et on va, en complément de ça, vers ce qui s'appelle du MDM, Mobile Device Management, avec notamment la possibilité, de contrôler cette fois-ci l'usage de l'appareil au-delà de sa sécurité en lui-même. Vous allez pouvoir définir des listes blanches, des listes noires d'applications, qu'il est possible d'utiliser sur l'appareil, géolocaliser la machine en cas de perte ou de vol, appliquer aussi des fonctionnalités de contrôle web. On est vraiment dans l'utilisation, restrictive ou pas, de la flotte mobile confiée aux salariés de votre entreprise. Sur, iOS, la plateforme est différente. Apple ne permet pas à des acteurs comme nous de protéger le cœur du système d'exploitation. Je pense à tort, en tout cas c'est ainsi. Il n'existe pas de possibilité de développer de la protection en temps réel sur iOS. Donc sur ces environnements, nous n'apporterons que la brique MDM, Mobile Device Management, qui permet de contrôler l'usage qui est fait, de l'appareil smartphone iOS. On ne pourra pas protéger le cœur du système d'exploitation. Ce qui est très intéressant dans notre offre, c'est la façon dont ceci est proposé commercialement. Il faut savoir qu'à partir de notre offre EZ Protect Advanced, donc le deuxième produit disponible dans notre gamme, nous proposons, la protection, des smartphones pour le même prix qu'un serveur ou un poste protégé. Concrètement, vous faites l'acquisition d'une licence EZ Protect Advanced, vous pourrez protéger avec une seule licence, un PC ou un serveur, mais également un smartphone sans avoir besoin de mobiliser commercialement et donc d'investir, une somme d'argent spécifique pour la protection de ce smartphone. Un poste protégé permet de protéger un smartphone pour le même prix et c'est vraiment un élément différenciant parce que dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, les flottes de smartphones sont finalement, un petit peu délaissées et beaucoup moins, protégées que ce que peuvent l'être les serveurs ou les postes de travail. Alors que lorsque l'on réfléchit finalement de l'usage qui est fait de ce type d'appareil, les problématiques de sécurité sont les mêmes et l'accès aux données qui est fait à partir d'un smartphone est parfois, aussi étendu que celui qui est fait à partir d'un poste de travail. Alors je vais passer la main à Benjamin. Benjamin, est-ce que tu peux, prendre la main et l'écran pour nous montrer, rapidement, au travers de la console d'administration IZ, comment se gère cette partie smartphone? Comment s'administrent les smartphones et comment on peut les intégrer dans sa posture de protection avec IZ? Oui, avec plaisir. Donc, déjà pour matérialiser l'aspect licensing, je suis dans la console d'administration EZ Protect
comme on peut le voir, donc là, je suis sur une licence Elite, hein, donc comme, tu l'as dit, à partir du Advance, vous allez avoir une ligne dédiée pour la protection des mobiles et la quantité est l'identique que la protection de vos postes et serveurs. En termes d'administration, eh bien, au même titre que les postes et les serveurs, un téléphone qui est managé par la console permet d'avoir de l'inventaire logiciel et matériel. Donc, quand je suis sur le détail d'un mobile enrôlé, on va voir que dans les applications installées, j'ai bien le listing des applications du téléphone. On voit aussi une colonne autorisée, ce qui montre que par le biais des politiques de sécurité et des fonctionnalités de MDM, on va pouvoir mettre en place du blocage applicatif sur des applications non désirées. Le détail matériel, on va le retrouver ici dans la section détail. Vous avez aussi évidemment les informations spécifiques liées au système d'exploitation, aux opérateurs. Lorsqu'on a déjà effectué de la géolocalisation, la dernière géolocalisation qui a été faite dans le cadre des actions anti-vol. Donc tout ça, les actions anti-vol, on va pouvoir les déclencher avec le bouton action. Vous avez notamment dans la section mobile toutes les options liées au MDM comme la géoloc, le verrouillage à distance, le déverrouillage, jouer l'alarme sur les téléphones ou leur initialisation en rétablissant les paramètres d'usine. Et si je termine pour montrer quelques fonctionnalités qu'on va avoir dans la protection mobile, je vais vous prendre une politique Android. Je ne vais pas détailler chacun des paramètres, mais juste pour vous en donner un ordre d'idée. Donc, on a bien la section anti-malware liée à notre produit pour Android, les possibilités de mettre l'admin pour le contrôle anti-vol, les applications avec notamment la possibilité de bloquer les applications par catégorie, par exemple. Donc là, vous allez pouvoir choisir les catégories interdites. On peut aussi bloquer par nom de package, nom d'application, bloquer les sources inconnues. Une protection web avec l'anti-phishing, mais aussi le filtrage web, comme on peut l'avoir sur du endpoint security sur Windows, bloquer la navigation pour respecter les mêmes règles qu'on pourrait avoir sur le proxy d'entreprise en termes de navigation web. Et puis après, tout ce qui est paramètres liés au contrôle du verrouillage écran, tout ce qui est options de MDR. Un petit peu pour l'aperçu, pour l'enrôlement des mobiles, c'est assez simple. Quand on va ajouter un appareil, pouvoir choisir ici Android et iOS et dans les options personnalisées, choisir notamment d'enrôler soit par email, soit par QR code. Et puis, si vous avez donc le service informatique a le téléphone dans les mains, en scannant le QR code, on va vous faire télécharger le produit Endpoint Security for Android et le rattacher en parallèle à la console d'administration pour ensuite pouvoir le piloter à distance au travers des tâches et des politiques. Je te rends la main pour la suite. Merci Benjamin, c'est très clair. Comme vous avez pu le voir, les possibilités de paramétrage sont très poussées, très puissantes. Ça va vraiment loin. Vous pouvez vraiment contrôler l'usage de la flotte mobile et sécuriser votre flotte mobile. Et ce qui est particulièrement intéressant dans notre offre, c'est que vous n'allez pas dépenser de budget additionnel pour le faire. Le seul prérequis, par contre, et vous l'avez bien compris, c'est pour cette fonctionnalité d'être utilisateur d'une console dans le cloud. La protection mobile Threat Defense pour entreprise n'est pas possible au travers d'une console d'administration on-premise. Deuxième fonctionnalité différenciante et exclusivement réservée aux détenteurs d'une console dans le cloud, c'est la fonctionnalité Ransomware Remediation. C'est très intéressant, c'est une technologie propriétaire d'IZ et c'est vraiment un point sur lequel je vais insister. On parle ici tout simplement de remédier à des attaques de ransomware en offrant la possibilité à l'utilisateur ou l'administrateur du produit de restaurer les fichiers dans leur état d'origine avant le chiffrement. Alors, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu parce que de nombreux acteurs du marché vantent ce type de fonctionnalité dans leur offre. Là où on va se différencier des autres acteurs, c'est sur la façon de le faire. La plupart des acteurs s'appuient pour effectuer ces restaurations de fichiers sur les shadow copies, les VSS qui sont proposés, les volumes shadow copies qui sont proposés, qui sont en fait une utilisation d'une fonctionnalité qui est incluse dans le système d'exploitation Microsoft. Le système d'exploitation Microsoft génère automatiquement ces shadow copies, ces copies de sauvegarde en temps réel, et beaucoup de nos concurrents, voire la quasi-totalité, présentent cette fonctionnalité de
de rémédiation ransomware en s'appuyant sur les shadowcopies. Sauf que dans la réalité, ça marche très rarement parce que les gens qui développent des ransomware savent très bien que ces volumes shadowcopies vont être utilisés. Et la première action du ransomware dans de nombreux cas est de désactiver les volumes shadowcopy avant de lancer l'opération de chiffrement. C'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas s'appuyer dessus, qu'on a développé une technologie propriétaire d'IZ. Donc c'est notre technologie qui effectue, cette copie de sauvegarde, en temps réel pour proposer la restauration de fichiers aux utilisateurs, ce qui présente une vraie différence, un vrai différenciateur et qui n'est pas ciblé par les attaques de ransomware. On a clairement, avec ce type de technologie, une capacité de restauration, nettement améliorée et nettement supérieure à des technologies qui vont s'appuyer sur du shadow copy. Donc c'est présent à partir là aussi de l'offre Advanced dans notre gamme et uniquement disponible pour des clients qui utilisent la console dans le cloud. Je propose de fonctionner de la même façon. Benjamin, est-ce que tu peux, au travers de la console, nous montrer rapidement comment s'administre cette fonctionnalité? Tout à fait. Alors, en termes de démo pure de la, rémédiation ransomware, je vous mettrai juste après coup une vidéo YouTube qui montre bien le fonctionnement, qui fait une petite démo. Là où je vais vous rassurer, c'est juste sur le fait que, dès qu'on est effectivement dans une administration cloud avec un bundle, advanced, la si on regarde une politique pour les produits endpoint Windows, eh bien, on va se rendre compte tout simplement que cette fonctionnalité est activée par défaut. Elle est greffée effectivement au niveau du HIPS dans la section d'outils anti-ransomware. Et quand on part sur une politique par défaut, tout ce qu'on voit qui est coché, c'est en gros le paramétrage qu'il y a sur les produits endpoint sans action de votre part. Donc, on voit bien que la partie correction des ransomware est activé. À noter quand même qu'il faut un produit à minima en version 12 pour en bénéficier, en dehors des autres prérequis que vient de citer, à savoir la console cloud et un bundle advance. Et pour le fonctionnement, eh bien, je vous propose de regarder la vidéo, le lien de la vidéo que je vais mettre dans le chat d'ici peu. Je laisse reprendre Effectivement, la suite. cette vidéo est très parlante et vous montrera un cas d'usage concret avec une infection, un chiffrement de fichiers et un phénomène de restauration immédiatement. Donc ça permet de manière très concrète de voir comment ça fonctionne. Fonctionnalité très intéressante proposée donc à partir d'Advance pour les clients qui disposent d'une console dans le cloud. Je reprends le partage. On va switcher sur la fonctionnalité suivante et non des moindres, IZ Cloud Office Security. Donc là, on parle ici d'un véritable module de protection qui est intégré dans nos produits, exclusivement disponible lui aussi dans le cloud. On parle tout simplement de la protection des environnements de travail collaboratifs dans le cloud. Grande majorité d'entre nous, d'entre vous utilisent Microsoft 365. Il y a aussi Google Workspace, moins utilisé, mais utilisé néanmoins dans de nombreuses organisations. Donc nous, chez IZ, on produit une solution qui s'appelle Cloud Office Security. L'objectif est simple, protéger l'ensemble de l'écosystème de travail déporté dans le cloud, qu'il s'agisse de Google Workspace ou Microsoft 365. Vous avez bien sûr la fonctionnalité majeure qui est la protection du flux de messagerie, parce que de très nombreuses attaques démarrent par un email et vous le savez. Donc là, on va protéger le cœur du système de messagerie, notamment Exchange Online dans le cadre de Microsoft 365, avec des fonctionnalités très avancées anti-spam, de l'anti-hameçonnage, de l'anti-malware, anti-spoofing, quarantaine, une capacité d'externaliser des fichiers pour les analyser dans le cloud avec des infrastructures hardware très puissantes, ce qu'on ne pourrait pas faire localement. Tout ça est intégré nativement dans notre produit et ne nécessite aucun déploiement spécifique parce que nous, on va se greffer directement au serveur de Microsoft 365 en Graph API. Donc, il n'y a pas de déploiement à faire, de redirection de champ MX ou de paramétrage spécifique. C'est très accessible, très facile à mettre en œuvre. Et là où on va apporter une vraie brique différenciante, c'est qu'on va protéger l'ensemble de l'écosystème, en l'occurrence OneDrive, SharePoint, Teams, l'ensemble des applications qui cohabitent dans ces environnements de travail, notamment la messagerie collaborative que l'on utilise aujourd'hui pour réaliser ce webinar. Donc, l'ensemble des liens, des actions qui pourraient être faites dans des conversations, des fichiers qui pourraient être déposés dans des lecteurs OneDrive ou dans les espaces partagés de SharePoint vont être également scannés avec notre technologie. On va vraiment apporter à l'utilisateur une couche de protection complète de son environnement de travail déportés dans le cloud, qu'il s'agisse de Google ou de Microsoft. Donc ça, c'est également disponible uniquement en version cloud, à partir du produit cette fois-ci qui s'appelle EZ Protect Complete, qui est
la version avancée d'EZ Protect Advanced qui inclut ces fonctionnalités dédiées. Benji, je vais te rendre la main et je te laisse nous faire une petite rapide présentation d'EZ Cloud Security, s'il te plaît. Ouais, donc à noter que déjà dans la console d'administration globale EZ Protect, vous avez déjà un onglet, un tableau de bord qui vous donne, les stats, hein, des différents, emails détectés, sur les derniers jours, les 15 derniers jours notamment. Quand on va vouloir obtenir un peu plus, d'informations et surtout mettre en œuvre du paramétrage, on va ouvrir une console dédiée qui s'appelle EZ Cloud Office Security. Effectivement, la mise en œuvre maintenante, je l'ai opérée pour un client qui avait 13 000 utilisateurs. La console se synchronisait en 5 minutes, donc c'est très rapide. Comme tu l'as dit, pas besoin de champ MX. Quand on va ajouter le tenant, on va juste demander un compte Omni Microsoft qui permet d'ajouter, de donner les droits et notamment l'accès aux API à notre produit pour faire le scan de tout le contenu, du tenant. On va pouvoir voir ici les utilisateurs protégés, non protégés. On peut évidemment mettre aussi de la protection automatique de tout nouvel utilisateur créé. On va voir aussi, eh bien, tous les sites, Teams et SharePoint associés à ces utilisateurs qui vont être protégés. Et quand on va être dans la section détection, on se rend compte qu'on a bien 4 onglets différents, pour l'ensemble, des fonctionnalités du tenant Exchange, OneDrive, Teams et SharePoint. Pour la partie mail, on va avoir en plus des détections de logiciels malveillants, des malwares, eh bien, l'aspect phishing et spam, c'est courriel et anti-hameçonnage. Hem Donc là, on va voir les différentes menaces, la possibilité de libérer des éléments de la quarantaine, si nécessaire, de pouvoir, aussi, forcer, une mise en quarantaine, soit parce qu'on serait passé au travers de l'analyse, soit pour d'autres raisons. Tout simplement, un utilisateur responsable dans l'entreprise, qui a envoyé un mail à des collaborateurs souhaite s'assurer que le mail n'est plus présent, dans les boîtes aux lettres. Et les politiques, permettent aussi une chose intéressante, c'est le filtrage d'emails pour d'autres raisons, quand on est dans cette politique. Notez déjà au niveau de l'anti-spam, c'est vrai que c'est souvent une question qui revient pour nos utilisateurs, à savoir, bon, le spam, on n'est pas sur un niveau aussi, dangereux que du phishing ou, du malware. J'aimerais qu'ils puissent, lire leur spam et les libérer ou les supprimer. Plusieurs possibilités, soit d'utiliser la quarantaine EZ et d'envoyer un rapport aux utilisateurs qui va lister les spams et un bouton libérer leur permettant de libérer le spam si nécessaire. Soit aussi, beaucoup de clients, déplacent directement le spam dans le courrier indésirable. Ça ne change pas trop les habitudes des utilisateurs. Ils peuvent, lire le spam et le supprimer ou le restaurer si nécessaire. Et donc je parlais aussi d'un outil assez intéressant, c'est la partie, règles qui va pouvoir permettre de trier les emails sur d'autres conditions que le simple aspect, malware, phishing et spam, où là, on va pouvoir filtrer les emails sur des mots, sur, des expéditeurs, sur, des utilisateurs non identifiés, des contrôles SPF des marques et des KIM qui sont liés aussi à l'anti-spam. Si je crée une règle, on va voir toutes les conditions possibles pour faire du filtre. Donc, vous voyez qu'ils sont nombreux, et évidemment, une fois qu'on a choisi, eh bien, les conditions, on va pouvoir créer une action, soit de, heu, forcer une mise en quarantaine, soit de ignorer une analyse dans certains cas précis. Ça permet d'avoir de la souplesse aussi de paramétrage sur la réception, et blocage des emails. Je te rends la main. Merci beaucoup, Benjamin. Je reprends effectivement la main rapidement. Je voudrais ajouter une chose concernant, et pour clore ce chapitre EZ Cloud, c'est Cloud Office Security pour sécuriser les infrastructures Microsoft 365 ou Google Workspace. Un élément important est le fait qu'on ne va pas désactiver la protection native incluse, par l'éditeur, en l'occurrence Microsoft, dans Microsoft 365. Microsoft vous explique, à juste titre, qu'il existe déjà des filtres anti-malware, produits par eux-mêmes, et des filtres anti-spam dans leur solution. On ne va pas désactiver ces filtres, hein, on va se positionner derrière les filtres Microsoft, et c'est là que ça prend tout son sens. Vous avez ici quelques statistiques à l'écran, du nombre en 2025, de menaces qui ont été détectées par notre produit. On parle, plus d'1 300 000 emails qui contiennent des malwares, 3 millions d'emails de phishing,
600 000 menaces qui provenaient de Teams, de OneDrive, des environnements connectés et plus de 200 millions de courriels de spam. C'est clairement tout ce que la technologie Microsoft qui est restée active devant la nôtre aurait laissé passer, si les infrastructures s'étaient limitées au niveau de protection, proposé nativement, par le fournisseur du service. Donc très clairement, c'est insuffisant. Ces briques de protection proposées nativement sans surcoût ne permettent pas d'assurer un très haut niveau de protection et je vous encourage réellement, si ce n'est pas déjà le cas, à vous intéresser, au niveau de sécurité de vos applications, SaaS et vos environnements de travail connectés, tels que les 2 que nous avons cités aujourd'hui. Autre fonctionnalité différenciante et exclusivement disponible, dans la console hébergée dans le cloud chez IZ, une fonctionnalité très appréciée qui s'appelle IZ Vulnerability et Patch Management. Comme son nom l'indique, l'idée ici est de corriger, les failles, les problématiques liées au versionning de logiciels de manière automatique et centralisée directement dans la console d'administration IZ. Vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble de vos applicatifs, identifier ceux qui sont à risque, ceux qui sont obsolètes en termes de versionning et vous allez pouvoir déployer manuellement ou automatiquement, les mises à jour, de ces applicatifs pour améliorer de manière significative votre posture en termes de cybersécurité. Là aussi, je passe la main à notre expert Benjamin qui va vous montrer rapidement comment tout cela, se met en musique et s'administre dans la console IZ. Donc pour la mise en œuvre, c'est très, très simple. Heu, Vous allez pouvoir soit si vous voulez le tester déjà sur une petite partie de vos machines pour observer un petit peu le comportement et le fonctionnement avant de l'établir pour l'ensemble de vos machines, eh bien l'activer par le biais, de la vue ordinateur sur l'un des groupes ou sous-groupes. Puis en utilisant ici module de plateforme, activer la gestion des vulnérabilités et des correctifs. Vous aurez une petite icône avec, un bouclier sur lequel on met un pansement qui indique que cette fonctionnalité est présente et active sur la machine. Ce que ça va avoir comme, effet, c'est que, par exemple, dans le tableau de bord, déjà, au niveau de, l'onglet sur la gestion des vulnérabilités, des correctifs, vous allez avoir un aperçu du nombre total de CVE critiques détectés sur vos postes, les CVE moyennes, le top machine en termes d'exposition CVE, le top application, donc quelles sont les applications qui vous exposent le plus? On a une notion, hein, de CVE autant sur les applicatifs que sur l'OS. Donc là, vous aurez, les informations liées aux machines dont l'OS n'est pas patché et qui vous, exposent aux CVE qui sont liés et aussi les top applications que vous pourriez patcher pour corriger un nombre de CVE assez rapidement. Vous allez avoir aussi une vue vulnérabilité qui donne, le détail de chacune des CVE détectées par rapport aux applicatifs ou, aux OS non patchés. Quand on clique sur l'une de ces CVE, on va obtenir du détail, notamment sur son score CVSS, le score d'impact, le score d'exploitabilité, une description, donc du détail sur qu'est-ce que permet la faille et un lien vers le site de l'éditeur. Ici, vous pouvez, regrouper par application pour aussi retrouver assez facilement, l'information de quelles applications vous exposent le plus. Quand on va avoir ces informations, on va avoir envie évidemment de corriger ces CVE par le patch et donc on va basculer juste en dessous sur la section gestion des correctifs où, eh bien, sur les différentes applications, vous allez pouvoir demander une mise à jour. Ici, on parle donc de mise à jour manuelle. De la même manière, hein, si jamais vous avez, 20 machines qui vous présentent, un produit Adobe, par exemple, pas à jour et qui est exposé à des CVE, vous allez pouvoir regrouper par application pour patcher l'ensemble, des machines qui sont impactées par l'application obsolète. Donc là, quand je vais faire mettre à jour, ça va, effectuer la mise à jour pour mes 2 postes concernés par le Firefox qui n'est pas à jour. Ça, on parle de mise à jour manuelle. À noter que pour les postes de travail Windows, il est possible de mettre en place de la mise à jour automatique au travers notamment des politiques de sécurité. Si je vous montre un petit peu le détail, on a d'ailleurs un peu plus de granularité sur le paramétrage lié au patch, automatique dans ces politiques. Dans la section ici, gestion des vulnérabilités des correctifs, vous allez pouvoir notamment dire si vous voulez faire du patch automatique des applis, du patch automatique de l'OS,
On sait que certaines mises à jour, alors quand on parle de mise à jour du système d'exploitation, c'est vrai qu'on a souvent aussi, régulièrement cette question. On ne parle que des mises à jour de sécurité facultatives, importantes et critiques. On ne parlera pas des grosses mises à jour, des mises à niveau de l'OS, basculer d'une, 21H2 à un 22H2. Ceci n'est c'est une opération assez complexe, il nécessite des interactions utilisateurs, donc ce n'est pas piloté par notre fonctionnalité de patch management. On sait donc que certains patchs, OS ou applicatifs peuvent nécessiter un redémarrage de l'OS. On va pouvoir, plutôt que d'attendre, la remontée du statut de la machine nécessitant le redémarrage, on peut déjà anticiper et dire: «OK, quand on a besoin de redémarrer, je vais faire le redémarrage». Par contre, on n'a pas envie d'avoir ce redémarrage plein milieu de la journée pendant que l'utilisateur est en cours de travail. Et donc, il est possible de, dire qu'on va laisser la possibilité à l'utilisateur de différer le redémarrage, un peu comme on peut l'avoir sous Windows. Ah, votre machine nécessite d'être redémarrée. OK, je le fais ultérieurement et là, vous allez pouvoir donner le délai maximal, que l'utilisateur choisisse le moment opportun auquel, quand il va redémarrer. On va pouvoir choisir aussi les plages horaires pendant lesquelles vont avoir lieu les patchs. Et quand on fait du patch automatique, dans certains cas de figure, on peut avoir le besoin de, patcher, toute une liste d'applications de manière automatique, à l'exception de certaines applications exclues. Je pense à, par exemple, un outil comme TeamViewer qui est lié dont les licences sont liées au versionning. On va pas avoir envie de patcher le TeamViewer en version 15 si on a une licence pour la version 14. On a plusieurs possibilités, soit de dire: «Je n'applique les correctifs uniquement à la liste des applications compatibles que j'ai cochées, que j'ai choisies dans la liste», ou on peut aussi, faire l'inverse, dire: «J'applique les correctifs à l'ensemble de mes applications, à l'exception de celles que j'ai choisies qui sont exclues, que je mettrai à jour de manière manuelle». On a aussi la possibilité, de choisir le niveau, heu, on va dire des mises à jour Windows. Si on souhaite mettre à jour, que les patchs critiques, on peut le choisir ici. Voilà un petit peu, juste aux petites dernières, infos quand on bénéficie de cette fonctionnalité. Dans le menu contextuel, des machines, on peut forcer un scan ici. Donc on a l'analyse des disques avec ou sans nettoyage et on peut aussi forcer un scan des vulnérabilités, notamment si vous venez de patcher pas mal d'applis et que, les CVE liés n'ont pas encore été rafraîchis dans la console. Il faut savoir qu'en attendant un petit peu, ça se fait en arrière-plan et ça va être, rafraîchi, mais ça peut prendre un peu de temps. Si vous voulez forcer le scan des vulnérabilités, vous pouvez le faire, via le menu contextuel. Je te rends la main pour la suite. Merci beaucoup Benji, parfait, très clair, toujours. Je continue dans une dernière fonctionnalité que tu ne pourras pas montrer, je crois qu'elle est en cours d'implémentation, c'est la Tout à fait. simplification des VM, qui s'appelle EZ Cloud Workload Protection. L'idée est très simple, si vous utilisez des infrastructures, virtuelles dans des environnements cloud publics, vous avez notamment, si vous êtes utilisateur, vous voyez le logo en bas, de Google Cloud, d'AWS ou autre, vous avez la possibilité de protéger ces machines directement, nativement, sans interaction sur la machine en elle-même. Vous allez pouvoir, en fait, récupérer la liste de toutes les VM hébergées chez vos différents fournisseurs, Microsoft, Amazon Web Services, Google, et vous allez pouvoir lancer, la protection de ces plateformes et donc de déployer la protection de manière extrêmement facilitée, centralisée, à partir d'une synchronisation avec le fournisseur cloud, sans obligation, de rentrer directement dans le cœur de la machine et déployer la protection localement sur cette dernière. Donc EZ Cloud Workload Protection qui est en cours d'implémentation, dans la console d'administration EZ. On va maintenant s'intéresser non pas à une fonctionnalité, mais à du service, service qui vient compléter, les produits que nous proposons, notamment les briques EDR, XDR qui sont proposées dans notre offre. Notre protection EDR, XDR s'appelle EZ Inspect. C'est le module qui va permettre une visibilité complète, sur la nature, l'origine, les mécanismes utilisés pour attaquer les réseaux de nos clients. Ces outils EDR, XDR, qu'il s'agisse de ceux des aides ou ceux de n'importe quel acteur sur le marché, nécessitent, une compréhension, certaines compétences spécifiques que beaucoup de clients n'ont pas ou parfois qu'ils ont de manière limitée, parce qu'il faut être en capacité de veiller
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au type, de menaces qui peuvent se propager. Donc on propose pour cela, nous, un service qui s'appelle IZ-MDR. L'idée, c'est de mobiliser des experts IZ en 24/7, pour assurer une surveillance continue des infrastructures de nos clients et pour assurer une réponse aux différentes menaces, de manière, continue, comme je l'indique, en 24, sur 24, 7 jours sur 7. On parle donc de Managed Detection and Response, une sécurité managée directement par les experts de l'éditeur pour assurer une protection continue, dans l'infrastructure client. On propose donc à nos clients, un service où des alertes vont remonter dans la console d'administration et vont, remonter en même temps, aux équipes d'IZ, en Slovaquie, qui vont assurer une surveillance, au travers d'experts, au travers aussi, d'outils, automatisés, place importante pour l'intelligence artificielle ici. On utilise des outils de SIEM, de SOAR pour automatiser des réponses. L'intérêt aussi, c'est d'avoir une vue sur l'ensemble des menaces qui se propagent sur l'ensemble de nos clients et sur l'ensemble des postes que l'on couvre. On a une télémétrie très importante et ces experts vont contextualiser la problématique rencontrée par le client. Ils vont corréler en fait différentes détections virales et EDR et créer des incidents de sécurité avec des éléments de contexte. Des humains, hein, vont faire ça et vont remonter dans votre console d'administration, non pas des très nombreuses détections virales, mais des incidents de sécurité, qui vont, concaténer, l'ensemble des actions qui ont généré une menace dans l'entreprise, les actions de rémédiation qui ont eu lieu et des éléments de contexte pour expliquer, ce qu'il se passe. On apporte, là-dessus une option locale, qui est proposée à nos clients et qui est fortement plébiscitée. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez compléter, cela par une interaction humaine avec des experts basés cette fois-ci en France, qui vont pas vous alerter de la problématique, via des biais digitaux, mais qui vont véritablement décrocher leur téléphone et vous contacter à toute heure, selon un schéma d'alerting convenu avec vous dans une réunion initiale, en cas de problématique rencontrée dans votre SI. L'idée, c'est vraiment de mettre l'humain au cœur de ce dispositif et d'assurer une grande proximité avec, l'utilisateur protégé. Donc, nous proposons ce service sous 2 formes, une offre qui s'appelle IZ-MDR qui est plutôt orientée SMB que l'on propose jusqu'à, en moyenne 300-500 postes maximum et une offre qui s'appelle IZ-MDR Ultimate qui est plutôt dédiée à des grands comptes où là, on est sur un niveau de personnalisation extrême avec, de la connexion, proactive, d'experts dans l'infrastructure du client pour régler, des problématiques, des optimisations sur le produit un très, très haut niveau de personnalisation du service. Donc le service IZ-MDR, c'est un service de surveillance continue, on va dire plutôt mutualisé et le service IZ-MDR Ultimate est un service de surveillance continue, lui, ultra personnalisé. La différence, c'est l'accessibilité. Le service IZ-MDR, plutôt orienté, SMB, est disponible uniquement pour les clients qui disposent d'une infrastructure dans le cloud, alors que le service MDR Ultimate destiné aux grands comptes est lui, disponible pour nos clients, qui disposent aussi d'infrastructures on-premise. Alors c'est vraiment une valeur ajoutée, sur nos produits. S'équiper d'un EDR, c'est une chose importante, c'est un pas à franchir, mais être en capacité, d'interpréter ce qui se passe en temps réel, à toute heure du jour ou de la nuit et le week-end est vraiment une posture de sécurité recommandée. Ces produits rencontrent quoi, ces services, ce ne sont pas des produits rencontrent chez nous un très, très fort succès avec une très, très forte accélération des ventes. Ce que je propose Benji, comme on l'a fait précédemment, je crois que tu es en capacité de nous montrer un cas d'usage, IZMDR dans la console d'administration cloud. Je te laisse la main. Tout à fait, j'ai repris le partage. Comme tu l'as dit, tout ce qui est incident cyber dans la console d'administration va, pouvoir être suivi dans cette section incident. Donc ici, on a un qui date, d'aujourd'hui, que j'ai généré exprès, pour cette démo. Donc quand on analyse l'incident, eh bien, on va avoir lorsque, la console est opérée par nos services MDR, une explication de l'incident. Donc là, en l'occurrence, on a vu qu'on a les collègues ont bien remarqué, ils ont raison, que j'ai joué des scripts de simulation d'attaque KPT sur la machine, Windows 10 WebEx 01 et donc ils ont vu qu'il y a pas mal de scripts qui ont été joués, liés à cette simulation d'attaque. Donc on a quand même, les collègues qui ont, isolé la machine du réseau par précaution, au cas où
On ne serait pas sur une simulation, mais une réelle activité. Ils nous, expliquent aussi quelles sont les actions recommandées. Donc, quand on a l'option TAM France, si jamais dans les actions recommandées ou dans l'analyse, vous aviez un doute, une question, il y sera possible de, les contacter si, eux-mêmes ne vous ont pas déjà contacté en amont. Vous allez avoir quand même des informations détaillées aussi sur la vue graphique. Donc là, on voit bien que c'est moi à l'initiative, de l'incident. Quels sont les processus qui sont liés à l'incident, les différents indicateurs, en l'occurrence, il y en a qu'un seul ici, mais qui pourraient être corrélés au niveau de l'incident, les ordinateurs impactés, les utilisateurs impactés et la chronologie, voir du détail. Après, on a aussi une console Inspect qui va être dédiée au personnel cyber, qui va vraiment permettre de récolter toute la télémétrie liée à l'incident en termes d'accès registre, réseau, process pour encore avoir plus de détails sur ce qui a pu se passer. Voilà pour, cette petite démo sur, cette gestion des incidents. À noter aussi que vous allez avoir des rapports réguliers et un tableau de bord qui vous montre le nombre, d'incidents actifs en cours, fermés, qui nécessitent votre attention. Et je pense avoir, donné les grandes lignes, au moins un petit Les aperçu grandes vues. de comment ça se passe. Vous avez également, hein, différents contenus. N'hésitez pas si vous êtes intéressé par ce type de service, si vous souhaitez en savoir plus, notamment il y a eu des webinaires dédiés à ce sujet. Il y a également des démonstrations, qui sont disponibles sous format, vidéo et facilement accessibles sur internet. Donc ça, c'est pour la partie service. Il nous reste à aborder la dernière, thématique du webinaire, gros sujet qui va être pour toi également, Benjamin, tu vas bien vite venir. Comment migrer simplement avec EasyJet? Aujourd'hui, vous n'êtes pas figé dans un modèle. Si vous êtes client de nos produits et que vous utilisez des infrastructures on-premise, il est tout à fait possible, de migrer vers le cloud. Benjamin, je te laisse la main, aussi bien sur la slide et sur les explications à donner concernant ces migrations. Tout à fait. Alors la migration pour, à faire de l'accompagnement depuis, maintenant je pense 2-3 ans, depuis que beaucoup de nos clients adoptent, ont fait le virage cloud. Je le fais assez fréquemment et c'est assez rapide à mettre en œuvre. Je vous ai donné dans le chat, le lien vers l'aide de notre console EZ Protect Cloud qui donne déjà les éléments sur, comment migrer de on-prem à cloud. Le principe est assez simple. Depuis la console cloud, il est possible de télécharger une politique de migration. Donc, il n'y a pas de déploiement supplémentaire à faire lorsqu'on veut basculer de on-prem à cloud. Il suffit de mettre en œuvre son instance cloud en route, de télécharger cette politique de migration et de l'appliquer aux machines pour qu'elles migrent de cette administration on-prem vers le cloud. Au préalable, quelques petits préparatifs quand même à mettre en œuvre, savoir récupérer les politiques de sécurité. Elles sont importables, exportables au format DAT. C'est très simple de sélectionner l'ensemble des politiques qu'on souhaite, réappliquer dans la console cloud, notamment si vous avez fait une politique, pour vos produits endpoint un peu tunée, un peu avec des exclusions, avec un paramétrage assez spécifique, il n'y aura pas besoin, de la recréer dans l'environnement cloud. Il suffira de l'importer et de l'exporter. Votre arborescence de groupe, pareil, peut être importé, exporté. Vos modèles de groupe dynamiques, vos rapports, tout ça peut être importé, exporté. La seule chose que vous allez «perdre» entre guillemets, c'est l'historique, les différents journaux, et l'historique de ce qui s'est passé, sur la console on-prem. Mais vraiment, même sur des grosses infras, hein, j'ai pu, moi, aider certains de nos clients, on parle de plus de 10 000 machines, sur des 10 établissements hospitaliers à migrer, de on-prem à cloud. On conserve, la possibilité d'avoir des jeux d'autorisation pour donner, et des fonctionnalités spécifiques de la console et un périmètre de machines spécifiques quand on est sur soit une entreprise, avec multi-sites, avec des admins locaux, qui n'auraient une administration que sur une partie du parc, c'est tout à fait, envisageable. Alors, il existe également Benjamin, je m'excuse, tu avais fini. Je me suis permis Et tout à l'heure.
Si vous avez besoin d'être accompagné dans ces démarches de migration, alors, vous avez tout un tas de ressources disponibles. Vous pouvez également avoir, nos préconisations, des assets qu'on met à votre disposition. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous faire aider. Il existe une prestation pour cela qui s'appelle le déploiement et upgrade, qui est disponible dans notre catalogue, où nous allons cette fois-ci, mobiliser notre expertise et effectuer, une partie, du travail pour vous, notamment la migration de l'environnement et de la console d'administration et la migration d'un échantillon représentatif de votre parc, durant cette journée de prestation. On va vraiment vous accompagner, personnaliser et effectuer, tout dépend de votre taille, hein, généralement, parfois, cet échantillon suffit à couvrir tout le parc du client. Si vous êtes un utilisateur avec plusieurs dizaines de milliers de machines, on va se contenter d'un échantillon représentatif, qui couvre tous les OS que vous possédez et toutes les possibilités que vous allez rencontrer devant vous après de manière autonome. N'hésitez pas, en tout cas, sachez que, vous n'êtes pas seul. Si vous souhaitez bénéficier, de nos services pour effectuer tout ou partie de cette migration à vos côtés, c'est tout à fait possible et disponible, dans nos offres. Une autre spécificité, Benjamin, je te laisse expliquer la notion de bridge pour certains clients. Oui, certains de nos clients pourraient dire, «OK, je voudrais bien migrer en cloud, mais j'ai une cinquantaine de machines, sans accès internet, et je ne souhaite pas ouvrir des accès internet pour l'administration vers le cloud», ou encore une problématique aussi de bande passante. Certains clients pourraient me dire: «Eh bien, j'ai un site avec, 500 machines, autant quand j'ai une console on-prem, je sais que c'est qu'un pratique locale. Autant quand on part vers le cloud, bah, j'ai peur, pour ce site où il y a 500 postes et une bande passante, un peu flablarde de bousiller la bande passante et dégrader la production. Il faut savoir que, dans l'utilisation, de notre console cloud, on peut toujours utiliser le composant EZBridge qui est basé sur la technologie Nginx et qui va avoir l'intérêt d'être une porte de sortie pour les machines n'ayant pas d'accès internet. Ça, c'est le premier cas de figure, mais aussi, en fait, puisque tous les téléchargements passeront par cette porte qui est le EZBridge, qui est donc un proxy, de faire de la mise en cache. Ce qui veut dire que le fichier téléchargé lors d'une mise à jour d'un produit, lors d'une mise à jour des moteurs de détection, vont être stockés localement sur ce serveur et ce qui fait que tous les autres postes qui solliciteraient les mêmes téléchargements, les mêmes fichiers, ne généreront qu'un trafic local. Qu'il est tout à fait envisageable d'utiliser, une console cloud, même lorsqu'une partie du parc n'a pas, d'accès direct à internet, dès lors qu'il est possible d'installer, cette porte de sortie EZBridge qui est déjà configurée pour ne laisser passer que les flux EZ. Vous avez, hein, dans la slide les différents bénéfices que je vous ai cités. Merci beaucoup pour ces explications, Benjamin. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Il est 10h53. Ça nous laisse quelques minutes pour répondre à vos potentielles questions et réponses. Je vois qu'il y en a déjà une qui a été posée dans le chat. Sachez que l'ensemble de nos ressources sont disponibles. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos replays sur notre chaîne YouTube. Vous avez, de nombreux contenus, de nombreux webinaires, de nombreuses informations, par nos experts qui sont prodigués, des interviews. N'hésitez pas à, bah, visiter cette page si nos contenus vous intéressent dans ce sens. Vous pouvez également nous contacter. Vous avez, l'adresse de notre équipe client finaux qui s'affiche à l'écran et qui est à votre disposition si vous avez la moindre question. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Vous avez également accès à de nombreuses ressources. Vous pouvez nous contacter, bien sûr, si vous êtes client utilisateur de nos produits, mais également si vous êtes revendeur. Vous avez ici des alias différents selon les cas. Vous pouvez nous contacter par téléphone. Nous vous rappelons les coordonnées de notre support et l'amplitude, d'accessibilité du lundi au vendredi de 8h à 19h. Il existe également des liens importants, utiles. Si vous êtes partenaire de nos produits, vous disposez d'une plateforme marketing et d'un espace d'information dédié dans lequel vous pouvez suivre nos contenus et nos formations. Un contenu que je vous recommande particulièrement, que vous soyez client ou revendeur, c'est We Live Security. Nous avons un blog, numéro 1 sur la cyber avec de nombreuses informations sur, des nouvelles techniques d'attaque, des menaces émergentes, des tendances en matière de cybersécurité. C'est très instructif et très accessible et vous pouvez également à tout moment consulter, si vous êtes utilisateur de nos produits, notre aide en ligne, help.ez.com qui est extrêmement bien faite et fournie et qui vous guidera et vous donnera de précieuses informations sur les paramétrages et les optimisations possibles de nos produits. Si tu veux, je Le vais prendre Vas-y, je t'en prie. excuse-moi de te couper, je pensais que tu arriverais, sur la partie questions. Si tu souhaitais, j'allais prendre
en charge 2 questions que j'aperçois pour le moment. Eh bah, merci, là, c'est bien le but. Non, non, allons-y pour les questions-réponses, Benjamin. Alors, je crois que la première question est intervenue, lors des explications sur les protections et MDM, pour les mobiles. Donc le blocage d'applications pour le poste ou, de manière générale. En fait, comme, je vous l'ai montré, la mise en place des blocages d'applications se met en place par le biais de politiques de sécurité. Tout dépendra de à quel niveau vous appliquez la politique de sécurité. Si, bon, on va dire que là, j'avais un téléphone qui s'appelait Android Benjamin. Si j'applique, la politique pour bloquer, Chrome, par le biais d'une politique de sécurité et que je l'applique que sur mon mobile, je ne serai le seul à être bloqué. Par contre, si, vous appliquez la politique au niveau du groupe tout, l'ensemble de la flotte, aura la politique qui bloque, l'application en question. Après, nous avons une question sur le ransomware remediation implique la sauvegarde de tous les endpoints. Non, en fait, ce n'est pas le cas. En fait, nous sauvegardons les fichiers uniquement lorsque le bouclier ransomware, détecte je pense que peut-être la vidéo donnera aussi quelques explications autour de ça, mais en fait, on ne fait les sauvegardes uniquement lorsque le bouclier anti-ransomware détecte un chiffrement massif de fichiers et le temps d'analyser, si ce chiffrement est, légitime ou pas, ça va prendre quelques secondes. Eh bien, c'est à ce moment-là que les backups se mettent en œuvre. Ce qui veut dire qu'en aucun cas, on est sur des gigas ou téras de données, avant qu'on ait le bouclier anti-ransomware. Pendant ces quelques secondes qui se déroulaient, et le temps que la technologie détecte si on était face à du légitime ou pas, on pouvait avoir une dizaine, une centaine de fichiers maximum, chiffrés, mais en aucun cas l'ensemble de la machine. Bien là, l'intérêt, c'est d'apporter par le ransomware remediation un backup des différents fichiers qui auraient pu, être chiffrés pendant cette phase d'analyse de quelques secondes pour les restaurer de manière automatique, si jamais, eh bien, le ransomware était confirmé. Donc il n'y a pas d'inquiétude à propos de la volumétrie. Je ne sais pas si, il y a d'autres questions? Il vous reste, quelques minutes si c'est le cas. Non, je ne vois pas d'autres questions dans le chat, quoi qu'il arrive. Si, d'autres questions, vous arrivez plus tard, comme on l'a indiqué, n'hésitez surtout pas à revenir vers nos équipes. On est vraiment là pour vous accompagner et répondre à toute question que vous pourriez avoir. Je n'en vois pas d'autres dans le chat en tout cas. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session. Je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez accordé ce matin, de votre écoute et de votre intérêt. Et j'espère que ce webinaire vous aura été utile et vous aura éclairé, un petit peu plus sur les bénéfices de chacun des modèles, d'administration possibles chez nous. Vous l'avez compris et c'est aussi, parfois une frustration pour nous, hein. Beaucoup de clients aujourd'hui sont éligibles, aux infrastructures cloud des aides. Ils ont la licence pour le faire, peuvent bénéficier de ces bénéfices sans aucun, investissement supplémentaire et toutes les fonctionnalités qui vous ont été montrées aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas dans ces contraintes réglementaires, si vous êtes, plutôt ouvert à l'utilisation de services cloud, je vous encourage, vivement à considérer, la possibilité d'héberger votre console IZ, par ce biais. Merci pour, vos retours positifs, Sébastien, Philippe et Raphaël. C'était un plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une bonne continuation. Très bonne journée à tous.